Eh ben, merci, bonjour à toutes et tous. Mon plaisir d'animer cette dernière table ronde de la matinée, je pense du cycle aussi des rencontres, puisque vous serez en atelier cet après-midi. Et du coup, une table ronde où littéralement, là, on va mettre les pieds dans le plat, de savoir effectivement à quoi ça sert d'inscrire des éléments alimentaires au patrimoine de l'humanité. Du coup, on va voir ça finalement à travers trois cas d'études. La diète méditerranéenne, la baguette et puis la gastronomie japonaise. Et tout ça donc en compagnie de Karine Egon. Karine, elle est journaliste culinaire, c'était une des pionnières sur des émissions de cuisine à la télé, donc certains d'entre vous reconnaissent peut-être son visage. Et depuis, elle a monté une association qui s'appelle Le Goût de la Méditerranée, et qui porte du coup les valeurs de la diète méditerranéenne. Donc on va en parler, elle va nous expliquer ses activités et quel est le sens de cette association. Avec nous également Chiemi Okumoto. Chiemi qui est consultante en gastronomie japonaise à Paris, et donc là aussi on va s'intéresser à des éléments d'inscription du Japon dans le patrimoine culturel de l'humanité. Et puis enfin Dominique Enract, qui est président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française. Et là aussi, on parlera de l'inscription de la baguette et de tout ce qui l'en suit, et comment on valorise du coup des savoir-faire traditionnels et une culture autour de la baguette, aliment hautement symbolique évidemment chez nous en France. Alors peut-être vous voyez, non, ça n'est plus dans cette slide, mais enfin peut-être pour ceux qui avaient lu le programme sont surpris, effectivement, madame me le confirme, d'une absence. Valentina Zingari, qui malheureusement est grippée, s'excuse platement et n'a pas pu être des nôtres. Elle est anthropologue et elle travaille, elle, sur l'inscription sur un projet d'inscription du patrimoine alimentaire alpin, qui est un projet plurinational, au moins entre la France, l'Italie et la Suisse, et un projet assez systémique et assez intéressant parce qu'il s'intéresse vraiment à l'agriculture, à la distribution, les formes de circuits courts, à des éléments culinaires. Donc je pense à un dossier assez lourd et complexe à porter, mais qui serait certainement très intéressant à suivre. Je suis moi-même Damien Connaré. Moi, je gère les activités d'une chaire UNESCO Alimentation du Monde qui est hébergée à l'Institut Agro de Montpellier. Et pour faire très vite, nous, on mène des activités de transfert de connaissances à travers des publications, des colloques qu'on organise. On valorise, on coordonne des projets de recherche, en particulier sur la question des systèmes alimentaires urbains, des projets alimentaires territoriaux, et de plus en plus sur les questions de solidarité alimentaire pour lutter contre la précarité alimentaire. Et puis on a des activités de formation, avec en particulier un master spécialisé qui s'appelle Innovation et politique pour une alimentation durable. Si je n'étais à Tours, et par respect pour nos hôtes qui nous ont si bien accueillis ici une fois de plus, je dirais que c'est évidemment le meilleur master et le plus intéressant sur l'alimentation. Mais disons que c'est le second après le master alimentation de Tours. Je prends cette précaution. À Montpellier, évidemment, je ne la prends pas. Voilà, donc à suivre. L'idée, c'est 1 heure d'échange entre nous, et puis après, vraiment, on ouvre la discussion avec vous, peut-être même un petit peu avant, sachant que Dominique Enrac devra nous quitter à 12h15. Donc, toutes vos questions sur la baguette seront prioritaires pour qu'il puisse y répondre. Alors, je vous ai présenté, mais vraiment une ligne et un titre, ce qui ne dit pas grand-chose de vous. Donc, peut-être quelques mots déjà sur qui vous êtes, et surtout, voilà, qui est-ce que vous représentez, vos activités, relativement rapidement pour qu'on sache qui vous êtes et d'où on parle. Donc peut-être Chiemi, si vous voulez commencer. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que en fait, moi, je suis ancienne étudiante du master alimentation de l'université de Tours, qui est le meilleur master spécialisé en alimentation. Je l'ai fait en 2013-2015, voilà. Et en fait, aujourd'hui, je suis consultante en gastronomie japonaise. Et ce que je fais en fait concrètement, d'accompagner de divers projets et en fait, auprès des Japonais, des régions japonaises, des producteurs japonais qui souhaitent s'exporter en France, en Europe. Voilà, donc je leur
dans des conseils en termes de marketing et de promotion, ce genre de choses. Voilà. Très bien, merci. Du coup, c'est intéressant. On va du coup lever le tabou de la valorisation économique à travers vos activités et comprendre éventuellement qu'est-ce que l'inscription au patrimoine culturel immatériel peut proposer comme valorisation d'un point de vue strictement économique, en l'occurrence, en ce qui vous concerne. Dominique, donc vous représentez une fédération. Alors oui, Dominique Enrac, donc je suis président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Et donc, ça représente 98 fédérations départementales. Et on est le lien entre, effectivement, les fédérations qui représentent les boulangers et le côté institutionnel. Donc, écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être ici parce que je vois beaucoup de gens que je connais, Bruno Loriou, Pierre Saner, Monsieur Pitre, etc., qui ont été en fait à la base de ce départ de l'inscription de la baguette à l'UNESCO. Donc effectivement, il y a un petit côté cœur. Alors comme les masters, c'est le meilleur endroit. Bonjour à tous, donc Karine Egon, journaliste animatrice télé depuis un peu plus de 20 ans déjà, notamment pour France 3 PACA, parce que je viens de Marseille, d'où la diète méditerranéenne quand même. Et donc on a monté ce projet il y a quelques années, parce que moi, de ce que je perçois au niveau de l'alimentation, notamment en France et même dans le monde, on est donc en vraie catastrophe au niveau de la santé de nos concitoyens. Et donc ce projet, avec la diète méditerranéenne, souhaite en tout cas ramener un maximum de gens à une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus durable et de partage, bien évidemment. Voilà en quelques mots le projet. Très bien, merci. Alors, on ne s'est pas concerté avec Loïc qui animait la table ronde précédente, mais pareil, j'avais un peu envie de vous demander à chacun votre regard, vous, donc du coup assez singulier, vu les associations, confédérations et ou travail de consultance que vous menez, assez singulier sur nos histoires de patrimoine. Et du coup, comment vous concevez, quelle est votre idée du patrimoine, qu'est-ce que vous mettez derrière, quel sens vous imaginez autour. Ce sera aussi intéressant, peut-être Chiemi, parce que du coup, d'un point de vue japonais, quel est le regard sur le patrimoine? Est-ce que le patrimoine immatériel, c'est quelque chose qui est entrevu de manière assez naturelle au Japon, comme nous l'envisageons nous aussi ici, ou est-ce qu'il y a, j'imagine, des différences culturelles autour de la notion de patrimoine? Donc peut-être Chiemi sur cette question. Pour répondre à votre question sur le point de vue, point de vue sur le patrimoine d'abord. Et alors en fait, pour moi, le patrimoine, c'est comment dire ça, ça s'est évolué en fait avec du temps, parce qu'en fait quand je vivais au Japon, quand j'étais plus jeune, je crois que j'ai appris le mot patrimoine, le terme patrimoine, dans un cours d'histoire. Le professeur, il a parlé du château de Versailles ou bien du musée de Louvre, etc. Bon, ce sont des monuments historiques. Donc à ce moment-là, j'ai découvert qu'il existait des patrimoines matériels inscrits à la liste de l'UNESCO. Et donc en fait, après ça m'a tout à fait fascinée et ça m'a rêvé d'y aller découvrir ces patrimoines matériels. Et après, en fait, ça va faire 13 ans que je vis en France. Et justement, grâce au master de l'alimentation, j'ai appris que il y avait du travail pour de l'inscription des patrimoines immatériels, notamment culinaires, parce que j'étais dans ce master-là. Et depuis, pour moi, je sais que il existe donc deux choses de patrimoine, matériel et immatériel. Et donc, je pense que quand même en Japon, la plupart des gens, pour vous, et quand on parle du patrimoine, c'est des traits matériels, c'est des monuments à visiter. Parler des patrimoines immatériels, c'est assez
c'est pas naturel finalement. Et alors que on a quand même au Japon, il y a 2 éléments du patrimoine immatériel culinaire inscrit à l'UNESCO. Le premier, c'est les cultures traditionnelles culinaires des Japonais. Et le deuxième, c'est les connaissances de savoir-faire de fabrication de saké. Donc voilà, là c'est ça ce que je pense. D'accord. Et donc voilà, le washoku sur les traditions culinaires japonaises depuis 2013, donc c'était assez avant-gardiste aussi. Et le saké, donc on y reviendra peut-être pour comprendre comment ces dossiers se sont montés, avec quels objectifs. Du coup, du point de vue des médias, d'une journaliste qui a beaucoup travaillé sur des émissions culinaires, la notion de patrimoine, comment tu l'entrevoyais dans ce travail? En tout cas, nous, quand on a commencé à travailler sur la diète méditerranéenne, je vous rappelle que la France ne fait pas partie de la diète méditerranéenne. Pas encore, nous y travaillons de plus en plus. C'est d'autres pays, dont le Maroc, l'Espagne. Il y a 7 pays qui sont inscrits pour la diète méditerranéenne. Et ce projet, nous, on l'a voulu médiatique parce qu'à juste titre, moi, en tant que média, je me suis rendu compte que la diète méditerranéenne, personne déjà ne comprenait le mot. Dieta, en grec, ça veut dire manière de vivre. Ce n'est pas se serrer la ceinture. Donc déjà, nous, en tant que communicants, c'est vraiment de montrer au grand public, parce que ça, c'est quand même mon obsession. Et quand on bosse pour le service public, le grand public, c'est quand même, c'est vous tous. Donc nous, on avait vraiment une importance sur le projet de valoriser, de rendre accessible, en fait, et de la faire connaître. Parce que malheureusement, même si le patrimoine UNESCO, matériel ou immatériel, est fantastique pour la préservation, pour le partage, pour tout ça, elle est de plus en plus méconnue. Alors je rejoins ce qu'a dit Jean-Robert hier, et aussi Julie Andrieux, parce qu'on a forcément, nous, la même sensation sur le terrain, où les gens ont besoin de repères, et ils ont besoin aussi que ça soit influençable. Donc revenir aux réseaux sociaux, la rendre sexy, cette diète méditerranéenne, gourmande, pour pouvoir la partager. Donc il faut un tout petit peu la rendre un peu plus moderne, même si c'est un modèle ancestral qui date depuis 2000 ans. Mais l'un va avec l'autre, en fait. On n'oppose rien, on essaie juste d'accompagner ce mouvement en 2025. Très bien, merci. Et d'un point de vue d'une confédération professionnelle qui défend les intérêts d'une profession, cette approche culturelle du patrimoine, c'est quelque chose que vous avez déjà à l'esprit ou qui du coup s'est construit avec ce projet d'inscription? Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même la baguette et la boulangerie et le pain en général est quelque chose de très marqué en France. C'est vraiment le pays du pain. Et on le voit historiquement, puisqu'on voit, il y avait toujours ces histoires de disette, qu'on pouvait avoir dans le temps, qui a même amené le roi dans la rue. C'était un problème de disette et de pain. Rappelez-vous, quand on disait ils veulent du pain, qu'on leur donne de la brioche, quoi. Donc on sait que c'est très marqué. Et c'est vrai que ce patrimoine, même si la baguette n'a qu'une centaine d'années, c'est un peu qui est arrivé petit à petit, qui s'est installé, c'est quelque chose de très marqué en France. Et ça, on a voulu quand même, cette inscription permet de pouvoir garder ces traditions, c'est-à-dire ce savoir-faire à la main, avec la mondialisation, l'industrialisation. Évidemment qu'on mangera toujours de la baguette. C'est même quelque chose, quand on arrive devant le ministère de la Culture, on dit, mais attendez, ils s'en mangent du pain, oui, mais du pain fait comme ça, pas forcément. Donc c'est vraiment la chose, voilà, un patrimoine, c'est d'arriver, ça peut être matériel, ça peut être immatériel, ça peut être... Mais là, c'est aussi quelque chose de vraiment ancré comme des racines, ce pain, et qui pour nous, sans qu'on s'en rende compte, vous voyez, la première course qu'on donne à faire à un enfant, c'est d'aller chercher la baguette dans la boulangerie, les petites rondelles à la cantine dans la poche, etc. On s'aperçoit qu'on a vraiment un véritable patrimoine d'habitude, c'est-à-dire, bon, de savoir-faire de pain, mais aussi cette culture autour de la baguette. Et puis un énorme symbole, comme vous disiez, sur les questions de disette. Et puis bon, la France est connue à l'international, c'est la Tour Eiffel, le béret, voilà, et la baguette. C'est vrai que cette baguette reste très connue à l'étranger. Quand quelquefois des étrangers viennent en France, on leur fait des petits pains. En fait, ils veulent de la baguette. Et c'est quelque chose aussi qui est marqué et qui permet de faire... Parce que là, c'est toute la filière. On voit un quart de la France qui est plantée en blé, dont la moitié partent dans la boulangerie. Donc ça veut dire qu'on est vraiment... c'est toute la filière qui est blé, farine, pain.
Ouais, donc ça c'est intéressant, on y reviendra sans doute sur cet aspect-là. Et peut-être du coup pour aborder cette question de à quoi ça sert, donc Chiemi, vous avez suivi un petit peu, j'imagine à l'époque, le montage du dossier d'inscription du patrimoine culinaire japonais, de la tradition gastronomique japonaise. Et par rapport et on en a beaucoup parlé ces derniers jours sur le repas gastronomique des Français, est-ce qu'il y avait une différence d'approche? Quels étaient les objectifs qui étaient poursuivis derrière cette inscription? Voilà, quelles étaient les particularités d'une telle inscription vue du point de vue japonais? Quand j'étais étudiante, justement, l'inscription du washoku, c'est... Bon, en fait, bon, je vais vous expliquer un petit peu. Le washoku, c'est... Donc ça c'est l'élément culinaire japonais qui est inscrit à UNESCO. Et le washoku, selon le dossier que j'ai étudié à l'époque un petit peu, et c'est les traditions culinaires des Japonais. Donc, en fait, vous voyez, c'est un peu, c'est le même principe que le repas gastronomique des Français. Parce qu'en fait, cette inscription a suivi justement l'inscription française qui a été faite avant. Et par contre, le washoku, le thème même, ça ne veut pas dire forcément en japonais des traditions culinaires des Japonais. C'est un thème en fait qui est opposé de la cuisine occidentale. Et le washoku, ça veut dire japonais, shoku c'est manger, cuisine. Et donc en fait ça a été inventé, ce mot a été inventé pour distinguer des cuisines venues d'ailleurs. Et après, en fait, avec du temps, le thème washoku s'est évolué parce que forcément l'alimentation japonaise a changé. Aujourd'hui, les Japonais, on mange de moins en moins de pain. On prépare de moins en moins souvent un repas à la maison. Donc voilà, donc il y a forcément la perte des traditions. Et donc c'est en 2013. Donc le but de l'inscription était justement de sauvegarder et de transmettre ces traditions culinaires. Et à ce moment-là, le dossier, la comité qui a préparé cette inscription a mis en avant ce mot washoku, mais en lien avec les traditions culinaires. Mais bon, j'avoue qu'il y a un grand décalage entre ce qu'on mange réellement aujourd'hui les Japonais et cet élément inscrit à la liste de l'UNESCO. Oui. Ouais, peut-être nous expliquer du coup quel type de décalage il y a, enfin qu'est-ce qui était plutôt promu dans cette tradition et quel est effectivement aujourd'hui le menu contemporain des Japonais. Alors en fait, dans la cuisine japonaise traditionnelle, et le riz, ça c'est l'élément le plus important, l'aliment le plus important. Voilà. Et donc traditionnellement, le menu, le repas japonais est composé d'un bol de riz d'abord, et autour de ça, il y a trois plats, ou plutôt on peut dire trois petits accompagnements, et une soupe miso par exemple, pour bien manger le riz. Voilà. Ça c'est le schéma traditionnel. Voilà, c'est ça. Ça c'est vraiment un repas traditionnel des Japonais. Et à l'époque, en fait, on préparait un bouillon de base pour faire la soupe miso à la maison. Et là aujourd'hui, la plupart des Japonais, malheureusement, on ne prépare plus ce bouillon de base chez soi
parce qu'il y a des bouillons instantanés, même en poudre, voilà, prêts à employer. Et en même temps, le riz, alors que bon, c'est un aliment, il occupe une place très très importante dans le repas japonais traditionnel, mais les jeunes générations, ils s'intéressent plutôt à prendre du pain, à manger des pâtes, pas japonaises, hein, pâtes italiennes, d'autres. Voilà. Donc, et aussi, pardon, il faut ajouter quelque chose. Le Japon, c'est une île, donc elle est entourée de la mer. Et il y a vraiment une grande diversité des produits de fruits de mer, de poissons. Mais là, en plus, bon, ça, je ne vais pas raconter les détails, mais en fait, historiquement, la consommation de viande a été interdite. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, si on parle du repas traditionnel japonais, des Japonais, et donc il y a du riz, il y a des légumes, il y a du poisson, voilà, pas de viande. Mais aujourd'hui, les Japonais, ils aiment beaucoup manger de la viande, voilà, même ils préfèrent la viande que le poisson. Très bien, ben merci. Bon, ben, du coup, on verra comment valoriser ce qui reste quand même de gastronomie typique japonaise, bien évidemment. Alors peut-être Dominique, du coup, sur ce dossier, cette aventure autour de vous avez l'embarras du choix, autour de la baguette. Du coup, comment s'est construit ce dossier? Qu'est-ce que vous avez embarqué dans cette aventure? Vous évoquiez que voilà, c'était toute la filière qui était concernée. Je ne suis pas sûr que tout le monde se soit senti concerné d'entrée de jeu, j'imagine. Peut-être qu'une fois que l'inscription a été établie, des gens étaient heureux que ça a été fait éventuellement par d'autres, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, voilà, quelle a été cette aventure, un petit peu les embûches, et puis peut-être comprendre les impacts en fait aujourd'hui d'une telle inscription. Et éventuellement aussi, finalement, le décalage ou les éventuelles déceptions, des choses que vous anticipiez sur le fait que, très bien, une fois qu'on aura inscrit la baguette, il se passera ça, et finalement, peut-être pas autant, je ne sais pas. Alors, ce qu'il faut savoir vraiment, ce dossier, c'est vrai, aussi bizarre que ça puisse paraître, 35 000 boulangeries, 12 millions de clients chaque jour, on se dit, est-ce qu'il y a besoin de sauvegarder? Comme je vous disais tout à l'heure, donc ce qui est important, c'est ce savoir-faire et cette culture. Donc, quand même, les 4 grands piliers qu'on avait fait en arrivant, enfin, les 2 piliers, c'est le savoir-faire, c'est-à-dire comment on fait, pétrissage lent, façonnage à la main, la cuisson aux alvéoles, belle farine, etc. Et à côté, toute cette culture qui est autour du pain, de la baguette et de la boulangerie. Mais les 4 volontés qui étaient à peu près au niveau, quand on a voulu inscrire, c'était déjà la première chose, c'est de renforcer les professionnels dans le bon travail qu'ils faisaient tous les jours. C'est-à-dire, c'est vrai, de refaire cette baguette, c'est parce qu'il y a quand même une partie à la main que beaucoup font pour la baguette de tradition. Et ça, c'est au moment donné où tout le monde se robotise. En fait, on revient à peu près à une baguette qu'on faisait il y a 50 ou 100 ans. Donc ça, c'était renforcer le professionnel et d'avoir de la fierté de faire ce produit. La deuxième chose, c'était de dire à tous les clients, tous les journalistes, tous les politiques, qu'en fait, on a un trésor près de chez nous. Il ne faut pas oublier qu'on a une boulangerie pour 2000 habitants, et c'était quand même une dans les années 70 pour 800 habitants. Donc on a quand même beaucoup de fermés. Donc savoir qu'à peu près à 10 minutes en moyenne, on a une boulangerie près de chez soi, et que c'est quand même un trésor d'avoir une baguette. Ensuite, c'était aussi donner aux jeunes l'envie de le faire. On a encore, malgré toutes ces crises qu'on a pu subir, 30 000 apprentis. Et ça, c'est la transmission, c'est la formation, donc ça, c'est très important. Et ensuite, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce rayonnement à l'international. C'est-à-dire que quand on a inscrit ce dossier, on ne le savait pas au début, hein, mais voilà, j'ai vu Audrey Azoulay un jour qui me dit « il n'y a pas un pays où je vais sans qu'on me parle de la baguette ». Donc ça, on peut dire que c'est gagné. Ce n'est pas commercial, c'est juste une histoire de culture et qu'on est content de faire connaître dans le monde entier, parce que c'est quand même la base de l'UNESCO. Et ensuite, il y a tout un tas de choses. Alors, ce qui était important dans ce dossier UNESCO, vous savez, dans la Confédération, on a quand même beaucoup de services, etc. Donc le côté, je dirais, économique, le côté nutritionnel, le côté formation, tout ça, on maîtrisait. Par contre, il y a un dossier qui est arrivé vraiment,
qu'on avait un petit peu moins sur lequel, parce que ça ne se faisait pas, c'est ce dossier culturel. Et vraiment, ce dossier UNESCO nous a apporté toute une découverte. Par exemple, l'étude anthropologique qui a été faite ici par Bruno Loriou et des étudiants qui sont allés dans des boulangeries, voir des clients, etc., pour faire une étude anthropologique et qui nous a apporté encore des choses dans le métier. Et notamment, dans les mesures de sauvegarde, on doit aussi prendre un chiffre, une chaire d'étudiants, bref, à prendre, ce qui fait que ça nous ouvre un petit peu tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a le côté, si vous voulez, qu'on décide de faire, le pourquoi. Et après, dans des dossiers comme ça, c'est fait qu'on a un petit peu de recul pour essayer de voir un peu, comprendre. Alors c'est vrai que côté historique, c'est déjà très chargé, mais il y a aussi le côté, le but justement de ce dossier, c'est que cette baguette ne s'arrête pas là, c'est qu'il y en ait dans les générations à venir et qu'on continue à transmettre ce patrimoine. Alors du coup, c'est intéressant parce que la baguette, vous la connaissez, mais du coup, ces études anthropologiques, elles vous ont amené des éléments inconnus ou qui vous ont surpris ou... Tout à fait. On a vu, par exemple, je vous dis, par exemple, la première course qu'on donne à faire à un enfant, c'est d'aller dans la boutique acheter une baguette. On lui donne une pièce et il y va. Pourquoi ? Parce que c'est un magasin de confiance qu'on connaît, ça fait un peu partie. Les gens parlent souvent « mon boulanger ». Par exemple, des gens qui viennent de l'extérieur et qui étudient un peu, ils disent « mon boulanger ». Enfin, est-ce qu'on se connaît quand même ? Mais bon, c'est, vous voyez, une espèce d'appartenance en disant « bon, je vais à ma boulangerie, qui n'a pas laissé une clé, une lettre là-bas ?» Moi, j'avais ma boutique à Paris. Et j'avais une école à côté, et quelquefois les parents disaient « bon, écoute, je m'en vais 5 minutes avant, je te laisse ma gamine jusqu'à l'heure de l'école, parce qu'elle ne ferait pas ça dans un bistrot. » Vous voyez, il y a aussi le fait de... je peux vous donner encore beaucoup d'exemples avec lesquels, par exemple, des personnes âgées qui ont une disparaît, l'autre continue de venir chercher la même somme de pain pour venir au magasin échanger avec les vendeuses, parce que c'est journalier. Et là, des exemples, on en a encore comme ça, où les enfants disaient « t'as un problème, tu vas chez Dominique ». Dominique, ça veut dire la boulangerie. Donc, vous voyez, il y a vraiment une situation, en plus de ce produit, qui fait que c'est bien souvent un lien social. Beaucoup de gens sont connus à la boulangerie ou à la sortie de l'église. Bref, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Parce que vous avez inscrit savoir-faire traditionnel et culture de la baguette. Voilà, c'est ça, c'est le savoir-faire traditionnel. Donc, c'est le produit, parce que ce n'est pas vraiment la baguette, c'est le tour de main. Et je me rappelle de ce qu'avait dit quand on avait commencé ce dossier, le président de la République décrivait la baguette en disant 250 grammes de magie et de perfection. C'est excellent quand même. Et donc ça, c'est le côté du comment on fait. On pétrit, on prend une bonne matière première, en fait la recette, je dirais. Et tout à côté, c'est tout ce qui tourne autour, un peu comme les climats de Bourgogne, comme la dieta méditerranéenne, parce que c'est quand même très très riche. Vous voyez, ce qui choque quelquefois les étrangers, je ne sais pas si c'est le cas au Japon, c'est qu'on prenne une baguette et on mange un morceau dedans, on la prend à la main, etc. Ou alors, par exemple, à la maison, on s'aperçoit, quand on est à la maison, on met la baguette sur la table, on se sert, on la déchire. Si on reçoit du monde, on les coupe en rondelles. Enfin, il y a tout un tas de rituels qui... En fait, cette étude anthropologique nous a des choses qu'on avait tous les jours devant nous et qui nous a vraiment ouvert les yeux. Donc c'est vraiment ce côté culturel qui a été très très intéressant. Et après, pour la question, les déceptions, finalement, on n'en a pas eu tant que ça, parce que évidemment que dans un dossier qui a été quand même sur 5 ans, était un petit peu, je vois Bruno qui s'amuse un peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu que des... Mais finalement, on n'a pas eu trop de déceptions. Peut-être le seul, ce que j'avais eu un peu déçu, c'est quand on a lancé ce dossier, en fait, je dirais que tout le monde y croyait, sauf les boulangers. Et quelque part, on s'est retrouvé après, en regardant, un boulanger, il est humble, il est à 3 heures du matin devant son four, il a autre chose à faire, mais il est super fier, parce que quand on le questionne, tout le monde était au courant, personne ne s'est manifesté, surtout pas au niveau commercial, parce que c'est pas le but, mais ils ont une espèce d'humilité en disant, bon, les gars, faites ce que vous avez à faire, moi je fais mon pain. Donc c'était cette déception qui était comprise parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, justement, que s'occuper de ce côté culturel. Ils ont juste à faire de la bonne marchandise. Alors vous êtes passé dessus un petit peu rapidement, mais enfin, c'est quoi donc ce savoir-faire si spécifique autour de la baguette ? Malheureusement, vous n'en avez pas emmené une pour nous montrer qu'est-ce que c'est une baguette. Et comment on l'aurait mangé. Comment on reconnaît une bonne baguette tradition
C'est quoi les bons critères à prendre en compte? Justement, une baguette, c'est voilà, baguette de tradition. Je vais faire rapide dans la description. C'est une farine de tradition, donc sans améliorant, de type 65. C'est-à-dire, si on grille pendant 500 degrés pendant 1 heure de la farine, il restera 0,65 grammes de matière minérale. Ça, c'est le type. Donc ça, c'est vraiment une farine typique. Donc on va hydrater beaucoup, pétrir lentement, parce que pour avoir une mi-crème. Parce que si vous pétrissez, c'est comme les œufs, plus vous les fouettez, plus ça blanchit. Donc déjà, la couleur va être faite. Après, la deuxième étape très importante, c'est la fermentation, ce qu'on n'arrive pas à avoir dans l'industriel. On la laisse fermenter minimum 3 heures avec des rabats, voire même souvent 24 heures. Donc les ferments naturels vont se faire. Il y a un petit peu de levure, mais pas trop, souvent du levain. Donc cette pâte va être un peu alvéolée. Et après, il y a le façonnage qui va être fait à la main, et avec lequel on façonne à la main pour pas écraser toutes ces bulles irrégulières. Vous savez qu'ils sont un peu comme un nid d'abeilles. Et après, on cuit dans un four à sol. Et ça, c'est le four à sol vraiment qu'il faut parce que, comme disait une étrangère, une américaine, a dit ouais, votre baguette, par rapport aux baguettes industrielles, ça n'a pas le même goût en dessous, au-dessus et à l'intérieur. Qu'une baguette sur industrielle, c'est un peu uniforme, quoi. Là, bon, évidemment que je suis un peu chauvin, hein. Mais bon, si vous voulez vraiment savoir comment est faite une baguette, en fait, vous la coupez en deux, comme si vous faisiez un sandwich, et vous l'ouvrez, et vous aurez toute l'histoire de la fermentation. Vous regardez, si la mie est crème, c'est que c'est pétri lentement. Si vous avez des alvéoles irrégulières, ça veut dire que ça a été longuement fermenté naturellement, parce que ça, on ne peut pas tricher. Ensuite, si la mie brille un peu, ce qu'on appelle une mie grasse, c'est pas parce qu'il y a de l'huile d'olive, hein, mais c'est parce que ça est très hydraté, donc on voit dans les trous, on voit que ça brille un petit peu. Et après, vous avez une croûte fine avec une sole, le dessous, qui est, si vous tapez dessus, ça résonne un peu, donc ça veut dire qu'elle est bien cuite. Et puis après, vous savez, c'est un peu les 5 sens, hein. Ça sent bon quand on l'ouvre, vous faites croustiller, c'est super, à voir, c'est aussi joli. Ce sont des couleurs un peu d'automne, et puis un peu le goût quand même, hein, le goût et l'odeur. Donc c'est vraiment les 5 sens. Et si vous voulez vraiment l'histoire de la baguette, c'est ça. Et puis il y a aussi la grigne, qui est un petit peu, alors beaucoup maintenant pour des questions de rentabilité font un seul trait pour la différencier de la baguette ordinaire, je disais. Mais c'est vrai que cette grigne, qu'on appelle un peu des oreilles, c'est un peu la signature du boulanger. Et vous voyez que toutes les baguettes sont signées selon les boulangers. Donc c'est une petite lame qui va faire cette petite croûte que j'aime bien, qui est un petit peu, qui vous coupe même quelquefois, hein. C'est comme du rasoir. Donc ça c'est, et puis cette croustillance, hein, combien j'ai fait écouter ce côté croustillant qui est vraiment typique, quoi. Et puis la particularité quand même de cette baguette, c'est que en fait c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Rideau. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de savoir-faire, parce qu'en fait, si vous faites une baguette de tradition, si la pâte est trop froide, c'est contrairement à la pâtisserie, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Par contre, tout va être dans les temps de fermentation, de température. Et par exemple, les deux mêmes produits, enfin, vous donnez les deux mêmes à un boulanger, vous n'aurez pas la même baguette déjà. Et par exemple, si la pâte est trop froide, trop pétrie, etc., vous aurez une très mauvaise baguette. Donc tout est vraiment un peu, je dirais pas des sorciers, mais c'est vraiment, vous avez vu, quelquefois, quand on en fait à la maison, c'est pas toujours facile. Très bien, merci. Et ben on a faim. Ouais, je pense qu'on est tous partis avec une image de la baguette. Là, tout le monde a dû imaginer une baguette sur une table. Donc là, vous avez décrit tous les critères qui sont pris en compte pour une Coupe du Monde de la baguette. C'est tout ça qu'on va regarder. Tout à fait. Alors la Coupe du Monde, c'est pareil, hein. On a des professionnels qui sont là, mais aussi des journalistes, des gens pour goûter. Donc ça sera évidemment qu'il y a l'aspect déjà, parce que là au niveau de la Coupe du Monde, il faut vraiment que toutes les grignes soient bien régulières, respectées, très jolies. Il y aura la cuisson, la mie, la mâche, l'alvéolage et le goût. Donc ça, ce sont 5 critères, et c'est pas. Ce qui est amusant, par exemple, même sans la Coupe du Monde, parce que là, il y a d'autres produits. Mais par exemple, le concours national des meilleures baguettes, qui se passe sur le parvis Notre-Dame au kilomètre 0, où on met des fours. Et là, il y a eu 20 candidats qui arrivent. Ils ont les mêmes matières premières, même levure, même temps, même four, et vous n'avez pas 20 baguettes pareilles. Et là, pareil, les critères seront ceux que je viens de vous énumérer, quoi. Donc c'est assez amusant de voir qui a vraiment le savoir-faire. Excellent, merci beaucoup. Alors maintenant, voyage en Méditerranée, peut-être pour nous rappeler du coup comment s'est construit ce dossier, encore une fois plurinational, donc c'est certainement un peu plus compliqué. La France n'y est pas encore, on a compris pour l'instant.
Mais du coup, ce dossier, Inch'Allah. voilà, et ce dossier aussi, comment il s'est construit, quels partenariats, et puis aussi quels objectifs? Alors, moi, je vois ça de loin parce que je suis arrivée bien après le travail de nos collègues de la Méditerranée. Donc, il y a 7 pays qui ont travaillé depuis 2010 sur le patrimoine de la diète méditerranéenne. Donc, le Maroc, l'Espagne, le Portugal, Chypre, la Croatie, l'Italie et la Grèce. Comptez, je pense qu'il y en a bien 7. Donc, eux, ils ont vraiment travaillé... pas que sur l'alimentaire, parce que je reviens à ce que je disais précédemment, c'est que c'est étant une manière de vivre, on doit impérativement parler certes de la cuisine, mais aussi de l'agriculture et des traditions et des savoir-faire. Et en fait, ce qui est magique avec cette diète méditerranéenne, c'est que c'est commun à tous les pays, en fait. On a pour tous ces pays le triptyque de base, qui est donc la vigne, l'olive, enfin, l'olivier et le blé. Et à partir de ces 3 produits depuis l'Antiquité, on peut raconter l'histoire de la Méditerranée et de tous les pays. Donc ça veut dire qu'il y a des passerelles formidables et on pourrait même utiliser cette diète méditerranéenne même au niveau politique, parce qu'on a tellement de choses qui nous lient que ça devrait être beaucoup plus simple en Méditerranée parce qu'on a ce patrimoine commun qu'il faut impérativement défendre. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est un Américain, en fait, il y a 50 ans, qui a remis au goût du jour cette diète méditerranéenne. Il s'appelait Ansel Keys. Lui s'est rendu compte en allant à Piopi, là où il y a le musée de la Dieta Mediterranea, dans le sud de l'Italie. Il s'est rendu compte, en fait, que les gens vieillissaient tranquillement et sans problème de santé. Donc, il a commencé à travailler là-dessus avec ses équipes et il a relancé, en fait, le terme Dieta Mediterranea. Mais il a fallu quand même attendre 1950 jusqu'à 2010 pour que vraiment il soit valorisé en tant que patrimoine UNESCO. Et ce qui est important, c'est que ce patrimoine UNESCO permet aussi de lutter contre l'industrie agroalimentaire, parce que si on en est de là, c'est aussi qu'on a laissé faire pendant 40 ans et que malgré tous les patrimoines UNESCO, l'industrie agroalimentaire a fait son beurre, et je peux vous dire que ce n'est pas du très bon beurre. Voilà, donc il est vraiment temps qu'on continue à porter les valeurs et des patrimoines UNESCO et de le communiquer le plus possible pour le rendre accessible à tous. Bah oui, la sainte trinité du blé, de la vigne et de l'olive que décrivait si bien Brodel sur la Méditerranée. Et du coup, on verra, puisque c'est le chapitre qu'on va ouvrir maintenant, sur la transmission, la valorisation, comment ne pas laisser ce patrimoine figé, parce que c'est évidemment toujours le risque, on l'évoquait aussi dans la table ronde précédente, de figer un folklore qui finalement ne représente plus le quotidien des personnes. Vous l'avez évoqué, Chiemio, aussi sur la diète japonaise. Autre grand exemple aussi de diète d'un point de vue nutritionnel considéré comme très favorable. Mais du coup, peut-être comprendre effectivement qu'est-ce qui est prévu dans les mesures de sauvegarde. Dominique, autour de la baguette, vous avez parlé de formation, peut-être nous expliquer un peu plus clairement ce qui est prévu en la matière. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, on le disait tout à l'heure, quand vous avez un dossier comme ça à l'UNESCO, c'est pas on accroche le diplôme et on revient, voilà, on rentre chez soi. Non, c'est vraiment d'un engagement de mesures de sauvegarde. On le voit pour tous les dossiers qui sont en cours. Donc on avait mis déjà 5 mesures de sauvegarde, qui certaines sont en cours. Alors déjà, sur la formation, on avait prévu un CCP. Alors vous savez, en boulangerie, on a le CAP, CQP, qui sont des niveaux 5, je crois. Et là, donc, avec le CCP, certificat de compétences professionnelles, qui est un petit peu en dessous, qui peut permettre à des gens qui sont déscolarisés, voire même des gens issus de migration, etc., qui peuvent nous permettre de rentrer dans les boulangeries, venir cuire l'après-midi le pain, après commencer à les faire. C'est-à-dire que c'est un diplôme allégé, un diplôme qui va nous permettre déjà de socialiser, d'apprendre à se loger, apprendre le français. Parce que c'est quelquefois le cas où on voit des gens qui arrivent en CAP, mais les profs nous disent qu'ils ne parlent pas français, donc ils ne peuvent pas apprendre la technologie, toute la technique. Donc ce CCP permettrait de pouvoir socialiser, et après, l'année d'après, ils montent en compétences, et c'est une très belle entrée dans notre métier, parce que chez nous, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire maths sup, maths spé, on peut démarrer dans le métier, on apprend, et on a des très belles réussites dans ce cas-là.
Donc il y a d'autres, on avait, imagine, une bibliothèque numérique et en fait on a été aidé un peu par Google, d'ailleurs Google Culture, regardez, tapez baguette, on a travaillé beaucoup avec eux, leur envoyant beaucoup de documents et vous avez tout un historique, donc ça pareil, c'est fait, enfin via Google, mais en tout cas c'est disponible pour tout le monde. Ensuite il y avait cette chaire d'avoir un ou deux élèves qui puissent travailler sur c'était un CIFRE, s'appelle, hein, une base d'études, deux étudiants qui font c'est un doctorat. C'est voilà, un doctorat, de pouvoir avoir deux en fait embauchés. Donc ça, on est en train de mettre ça en place. Ensuite, il y avait le fait de revoir les référentiels. Au niveau des examens, parce que bien souvent les CAP c'était voilà, de la boulangerie, de la viennoiserie, etc., de vraiment identifier, de remettre la baguette. Donc ça pareil, on a vu ça dans les concours, d'avoir des notes particulières et aussi d'avoir des notes à part dans les examens. Donc ça c'est fait. Ensuite il y avait une journée nationale de la baguette. Donc c'est un peu compliqué à mettre parce qu'on a déjà la fête du pain, qui est une fête nationale patronnée par le ministère de l'Économie, qui avait été faite à l'époque de Raffarin quand les boulangers étaient en colère. Donc c'est une fête du pain nationale. Donc on va essayer de dissocier plutôt la baguette. Et ensuite, on avait aussi, il fallait mettre en place des échanges, parce que quand on inscrit quelque chose à l'UNESCO, c'est bien d'avoir des échanges avec différents pays. Et donc là, on est en relation on attend des réponses avec le Liban pour le El Maouche, qui est un produit avec lequel on va faire une action, sans doute sur Paris, pour pouvoir échanger en fait par rapport à nos pratiques culturelles. Et ça, c'est fait au niveau international. Ensuite, il y a ça, c'était pas prévu, mais comme je suis conseiller au Conseil économique et social, environnemental, en fait, il y avait une place à la Commission nationale de l'UNESCO que j'ai pu prendre. Donc j'intègre le conseil d'administration de la Commission nationale de l'UNESCO avec Madame Ramis, entre autres, et avec laquelle on va organiser une journée baguette au Quai d'Anjou, là où on a le syndicat de Paris, avec tous ses homologues commissaires de l'international. Donc pouvoir inviter ces gens qui sont représentants des commissions nationales d'UNESCO à faire venir des baguettes. Donc en fait, c'est vrai que la baguette, quand je disais au début du dossier, la baguette, elle est magique parce que c'est très facile en fait de pouvoir faire découvrir ce produit. Donc voilà à petit peu près les mesures de sauvegarde, j'ai dû en oublier une ou deux, mais pour dire que c'est suivi, il y a des comptes rendus réguliers. D'ailleurs, Pierre Saner est bien au courant avec l'association qui préside et qui nous aide bien dans... Voilà, c'est un dossier suivi et c'est bien parce que ça nous permet quand même de conforter notre produit dans ce qu'on avait promis en fait. Et parce que vous l'évoquiez au début sur la formation, parce que j'imagine que c'est un métier en tension, la boulangerie, qui doit être difficile aujourd'hui d'attirer des jeunes vers ces métiers. Et du coup, ce certificat de compétences professionnelles, il permet d'attirer plus de gens plus facilement, a priori ou... Alors, c'est deux. C'est-à-dire cette mesure de sauvegarde de CCP permet, vous voyez, par exemple, on a quand même beaucoup de gens de l'immigration qui viennent, qui cherchent du travail. Donc là, c'est une option pour pouvoir mettre ces gens dans le travail. Ça, ou alors des gens qui ont été déscolarisés. Vous savez, on voit souvent dans les maisons, comment s'appelle, les maisons où ils récupèrent les jeunes, là, on a un gros vivier de jeunes qui viennent justement démarrer ces métiers et qui, quelquefois, sont contents d'avoir ce CCP. Après, il y a ce côté UNESCO qui revalorise le produit, en fait, le fait connaître. Donc là, on a quand même 30 000 apprentis par an. Alors, boulangerie, pâtisserie et personnel de vente. Mais c'est vrai que ce dossier UNESCO, vous savez, c'est quelquefois pas les jeunes qui bloquent, c'est parfois les parents. Et c'est vrai qu'un métier, plus il est en valeur, plus les parents vont orienter. Et aujourd'hui, vous savez, dans le temps, c'était vraiment l'échec scolaire. Hein. Dans tous les métiers manuels, on disait, bon, t'es pas bon, tu vas faire mécano, fais gaffe ou tu feras boulanger. C'était presque une punition, quoi. Aujourd'hui, on a vraiment des gens qui arrivent au bac, ou voire même on a 15% de reconversion. Des gens qui font un métier, qui arrivent, architectes, école de commerce, etc., et qui s'orientent en boulangerie parce qu'ils ont vraiment réfléchi à ce métier. Quand on a 15-16 ans, c'est vrai qu'on en fait un, parfois ça ne plaît pas, on va refaire un autre, etc. Mais là, vraiment, les reconversions, ils ont décidé, parce qu'ils ont un vieux rêve ou passage petit dans une boulangerie, mais qui vont décider de faire ce métier-là.
et on a des très très belles réussites. Donc voilà, la formation, c'est évidemment qu'on est un petit peu en tension. Pourquoi? Parce que depuis le Covid, c'est vrai qu'au niveau main-d'œuvre, c'est un peu plus compliqué, mais on a 26 000 postes à pourvoir régulièrement, mais sur 200 000 actifs dans le métier, c'est pas non plus, voilà, c'est pas dramatique. On a quand même beaucoup de gens qui viennent, mais comme il y a aussi depuis 2012 plus de boulangeries-pâtisseries, on peut dire qu'on a quand même besoin de main-d'œuvre qualifiée. Entendu. Alors du coup, au Japon, Chiemi, pareil, après l'inscription du wakoshu et plus récemment du saké, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme mesure, ou en tout cas comment on fait vivre ce patrimoine, là aussi, pour qu'il ne reste pas folklorique, figé, et qu'il puisse continuer d'évoluer dans le temps? Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises ou Et en fait, tout à l'heure, donc j'ai parlé des 2 éléments patrimoine culinaire inscrits à l'UNESCO du côté Japon. Les traditions culinaires des Japonais, ça j'ai parlé de mon constat un peu avec la déception. Voilà, bon, il y a quand même un décalage entre la réalité et le dossier d'inscription. Et pour le washoku, je pense que c'est au Japon, le problème c'est qu'on n'a pas d'institut comme UACA qui continue à valoriser, à sauvegarder et transmettre ces patrimoines culinaires, tout en fait coordonnant différentes structures, différents gouvernements, le grand public, voilà, les chercheurs, les enseignants, tout ça. Et ça, bon, je peux dire que clairement que voilà, ça, il n'existe pas au Japon. Le ministère d'Agriculture qui a pris l'initiative de l'inscription du washoku à UNESCO, eux, en fait, voilà, ils ont créé une espèce d'association qui s'appelle le Washoku Réunion, des choses comme ça. Mais c'est très peu actif, en fait. Et d'autre côté, là, donc l'année dernière, les savoir-faire, les connaissances de savoir-faire de fabrication de saké a été aussi inscrit à l'UNESCO. Mais là, ça, bon, il n'y a pas, comme il n'y a pas de comment dire, de structure qui travaille en traversant différents acteurs. L'inscription de saké, c'est encore autre chose. Donc, qui va travailler pour voilà, faire connaître, pour faire reconnaître en fait cette inscription et aussi cet élément inscrit. Donc, chacun travaille à chaque côté. Donc, vous voyez, il n'y a pas de, il y a des incohérents, voilà. Et après. Et pour le saké, donc les savoir-faire de fabrication de saké, ça, c'est quand même, ça m'a fait donner un grand espoir pour la suite. Ça, pour moi, ça me, comme en fait j'ai étudié un petit peu là les savoir-faire de fabrication de baguettes traditionnelles françaises, ça m'a fait penser justement l'inscription du saké à l'UNESCO. Parce que ça ressemble un peu. Pour faire du saké, et c'est un travail extrêmement compliqué. C'est pour ça que voilà, c'est quand j'ai appris l'inscription du saké à UNESCO, je me dis waouh, ça c'est enfin ce énorme travail et des gens dans le domaine du saké sont reconnus. Le monde entier. Et donc ça, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme pour devenir de travailler dans une brasserie de saké. Ça n'existe pas de formation. Bon, il faut aller travailler sur le terrain pour apprendre à faire. Et c'est vraiment, il y a tous les processus très précis. Pour faire du saké à base des ingrédients ultra simples, le riz, l'eau,
le koji. Le koji, c'est pour dire rapidement, c'est un ferment, voilà, qui aide la fermentation du riz pour transformer en saké. Voilà. Et donc, comme la méthode de fabrication de saké est inscrite maintenant à l'UNESCO, j'espère vraiment que les Japonais sachent plus comment fabriquer saké. Parce que, bon, les Japonais, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne savent pas comment faire, comment ça s'est fabriqué. Et ça, c'est le premièrement, donc ça, c'est national. Et le deuxièmement, j'espère vraiment que ces savoir-faire soient plus connus à l'étranger. Bon, ça aussi, ça me permet d'exporter plus du saké en France, en Europe, parce que c'est pas facile en fait de promouvoir le saké à l'étranger. Voilà. Entendu, ouais. On reviendra justement sur cet aspect économique de promotion de la gastronomie et donc du saké aussi. Et peut-être du coup sur la diète méditerranéenne, pareil, du coup, comment la faire vivre, comment contribuer à la transmettre, et c'est précisément le travail que tu mènes toi dans le goût de la Méditerranée. Exactement. Donc comme tu aimes bien qu'on voit ce dont on parle, j'imagine que tu as prévu de nous montrer quelques exemples Je vous emmène avec moi. d'activités que tu mènes dans cette association. Alors en fait, on s'est rendu compte, quand on a commencé à travailler sur la diète méditerranéenne, qu'il y avait un site internet Mediterranean Diet, avec l'accent, donc fait par l'UNESCO, donc où on parle des 7 pays, mais pas plus, pas moins. Il y a quand même l'Espagne, avec la fondation de la Dieta, qui a fait quelque chose d'un peu plus poussé, mais rien, en fait, aucune plateforme qui va réunir en fait tout ce qui se fait en Méditerranée, ce qui est quand même dommage. C'est pas parce que, par exemple, la Tunisie n'en fait pas partie qu'on ne doit pas en parler, y compris des autres pays. Donc nous, on a créé ce site qu'on a voulu en plusieurs langues. Je vous donne un exemple, on peut le traduire tout de suite. Hop, bim. L'intelligence artificielle, elle sert à ça, parce que c'est pareil, faire un site en anglais, c'est bien, mais enfin en Méditerranée, on ne parle pas l'anglais en fait. On parle italien, on parle l'arabe. Donc voilà, nous, on a misé vraiment sur le fait que ça soit accessible à tous les pays. Alors, je vais vous le remettre en français parce qu'on n'est pas... Où est le français? Voilà. Donc, on explique ce qu'est la diète. On a fait 4 items, à savoir cuisine, agriculture, tradition, santé. Parce que la santé, c'est vraiment notre avenir. Si on ne parle pas de santé, quand on parle de diète méditerranéenne, c'est qu'on a raté quelque chose. Et pour que ça soit, on va dire, très ouvert, on a fait plusieurs partenariats, parce que c'est évidemment aussi un projet porté par les pouvoirs publics. Donc on a le ministère des Affaires étrangères, parce qu'on travaille directement aussi avec Chef Chawan, que vous voyez là. On a les logos de la ville de Forcalquier, Marseille, la région, l'association tunisienne de permaculture, et bientôt on va se voir avec Siem en Tunisie pour continuer à développer. Donc vraiment, on est dans la coopération internationale. Personne n'a le leadership, on est censé être là justement pour partager nos connaissances et nos savoir-faire. Pour que ça soit un petit peu, on va dire, attractif, on a été faire des recettes de cuisine. Alors évidemment, mon métier, c'est d'être animatrice télé. Donc pour l'instant, ça commence par moi, parce que c'est moi qui gère le projet, mais on vient de rentrer en production des recettes faites par Lamia et Mimi en Tunisie, et l'idée, pareil, c'est d'avoir des intervenants qui soient au Maroc, qui soient en Italie, et qu'en fait, cette plateforme, elle réunisse vraiment les acteurs de la diète méditerranéenne pour qu'on retrouve tout le monde dans le même endroit, et pas dispatcher, ce qui est quand même le cas en ce moment. Voilà. Et donc garder le patrimoine vivant à travers des exemples de recettes à refaire chez nous simplement, j'imagine ou... L'idée, c'est ça. Vous avez une envie particulière sur ce que je vous montre? Vous voulez regarder quelques secondes? Laquelle vous intéresse? Le Tian. Allez, vous avez raison, le Tian, il a fait, ne me demandez pas pourquoi, 5000 vues. Voilà. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais c'est pas grave. Alors, c'est pas comme si... les gentilles personnes de la régie m'ont dit que j'avais un écran devant moi, je m'obstine à tourner la tête, comme quoi. Alors, on a donc créé l'identité.
Donc vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. On a créé la chaîne YouTube. Donc je vous montre quelques instants. Hop. Aujourd'hui, je vous emmène en Provence pour une recette d'aubergines gratinées que nous allons réaliser dans le plat emblématique de la cuisine provençale, j'ai nommé le tian. Et comme dirait le grand chef Guy Géda, il vous faudra impérativement gratter une gousse d'ail dans le fond de votre plat. Et pour commencer, vous coupez vos aubergines en rondelles, assez épaisses quand même. Dans un bain d'huile, vous allez déposer une à une vos rondelles d'aubergines. Et vous allez voir, l'aubergine adore l'huile. Et pendant que ça chante dans la poêle, vous frottez l'ail dans le fond du plat. Quand je vous dis que l'aubergine aime l'huile, donc n'hésitez pas à en remettre. Bon là, il faut attendre que ça cuise un petit peu quand même. Si jamais vous trouvez que vos aubergines sont un petit peu trop gorgées d'huile, vous n'hésitez pas à les presser avec la spatule. Donc là maintenant, c'est simple. Vous allez disposer vos aubergines dans le plat, ajouter une tranche de jambon, un petit peu de gruyère. C'est pour ça que je n'ai pas assaisonné les aubergines parce que le gruyère va saler. Et vous remettez une autre rondelle par-dessus et un petit peu de gruyère pour gratiner au four. Une recette facile, gourmande, bonne pour votre santé et pour celle de la planète. Alors si vous voulez en savoir plus sur la diète méditerranéenne, c'est ici que ça se passe. Merci. Eh bien, merveilleux. On sait tous faire un tian d'aubergine. Ouais. On n'hésite pas sur l'huile. Bah, non, mais de toute façon, l'aubergine, on n'y peut rien. Et donc, chaque recette est imaginée soit par une intitulée de recette précise. Moi, j'ai préféré les produits parce que c'est ce qui me semble être le plus simple pour les gens qui veulent cuisiner. Voilà, donc vraiment miser sur la simplicité. Donc, si vous voulez aller sur le site, on a une petite affichette dans le hall et vous pouvez scanner le QR code. Voilà. Eh bien, c'est fait. Merci beaucoup. Du coup, peut-être un dernier tour et puis on ouvrira les questions avec vous. Vous l'évoquiez tout de suite, Chiemi, sur effectivement cette inscription au patrimoine mondial du saké ou du washoku. Est-ce que c'est un argument commercial? Vous, c'est votre travail de, en gros, promouvoir la gastronomie japonaise en France. Est-ce que c'est un argument commercial à mettre en avant dans vos démarches auprès de clients ici en France? Je peux dire tout de suite, c'est deux cas différents pour le washoku et le saké. Je vais commencer par celui qui est plus simple, l'inscription des savoir-faire de fabrication de saké. Ça, tout à fait, ça peut aider en fait commercialement à développer dans le Japon et aussi à l'étranger. Parce que voilà, et ça, cette inscription qui valorise cette boisson nationale, traditionnelle, et ce qui fait que les Japonais, je crois que, j'espère aussi, ils s'intéressent de plus en plus à en boire. Et aussi, quand je travaille pour la promotion des sakés à l'étranger, en Europe, notamment en France, cette inscription, ce label permet de moi, de nous, en tant que promoteurs, aussi producteurs aussi, de dire voilà, c'était reconnu comme patrimoine immatériel culinaire. Voilà. Et après, pour le washoku, ça c'est beaucoup plus complexe parce que le washoku, comme patrimoine inscrit à l'UNESCO, ça, c'est les traditions culinaires des Japonais, mais qui ne sont pas réellement ce qu'on mange, qu'on fait aujourd'hui au Japon. Et alors, dans le Japon, cette inscription, ça peut en fait, comment dire, un petit peu augmenter
des produits naturels, de la vente des produits naturels, des produits bien faits, etc. Et sans additifs. Et aussi, ça permettrait peut-être de cuisiner autrement, donc de cuisiner plus authentiquement chez les Japonais. Voilà. Mais c'est pas très évident parce que c'est quand même, oui, ça devient notion, un peu, une fantaisie, vous voyez. Et après, pour l'étranger, ça j'ai une remarque. Autant que consultante qui travaille entre la France et le Japon, et aujourd'hui, ça fait peut-être, surtout après le Covid, on voit quand même une vague, une mode de cuisine japonaise en France. Et à l'époque, il y avait que des restaurants de sushi et de brochettes de poulet, et parfois c'était pas tenu par les Japonais. Et aujourd'hui, on voit vraiment la diversification des offres de cuisine, des restaurants japonais, notamment à Paris. Et là, en particulier ces dernières années, et je ne sais pas si vous connaissez tous, il y a le ramen. Le ramen, bon, c'est une soupe des nouilles. Et donc, vous avez un grand bol de soupe, il y a les nouilles dedans, il y a, comme accompagnement, il y a du porc, parfois du poisson, oui, comme vous voulez. Et voilà, ça, c'est vraiment, ça devient la mode, la grande mode. Il y a des restaurants spécialisés à Paris et pas que maintenant, ça c'est en train de se développer nationalement en France et ailleurs aussi. Et en fait, ça ne fait pas partie des traditions, pas vraiment, ça ne fait pas partie du washoku qui inscrit à l'UNESCO, mais c'est quand même le ramen. D'ailleurs, maintenant c'est emblématique. C'est un plat emblématique de plats japonais que les Japonais mangent réellement. Et donc voilà, c'est une très bonne illustration de ce dont on parlait tous ces jours-ci, sur des recompositions, des réimaginations de traditions qui, du coup, effectivement, ne sont pas figées, continuent de vivre et peuvent devenir emblématiques via de nouveaux produits qui n'existaient peut-être pas au moment de l'inscription, en tout cas pas d'un point de vue international. Donc, effectivement, bon exemple d'une tradition qui continue de vivre. Peut-être Dominique, sur l'aspect autour de la baguette, on se doute bien que... Pardon ? L'aspect commercial. Oui, c'est-à-dire qu'on se doute bien que défendre les savoir-faire traditionnels, c'est aussi défendre un savoir-faire par rapport à une industrialisation. Et on sait bien, et pour les citer quand même, trois grands distributeurs qui aujourd'hui se tirent la bourre sur le prix de la baguette, Lidl, Aldi, Leclerc. Je regardais hier, on en est maintenant à 28 centimes la baguette. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors évidemment, on est dans une situation aujourd'hui économique, et on sait, ça a été un peu évoqué hier aussi, avec des grands problèmes pour beaucoup de foyers aujourd'hui d'accéder à l'alimentation. Il faut peut-être se le rappeler, aujourd'hui 16% de nos concitoyens qui déclarent ne pas manger à leur faim. Ça, c'est d'un point de vue quantitatif. Et puis d'un point de vue qualitatif, c'est aussi très important, 50% de nos concitoyens qui considèrent qu'ils ne mangent pas ce qu'ils souhaiteraient pouvoir manger. Bon, ça c'est donc évidemment, on est dans un contexte très particulier. Donc cette guerre des prix, on se doute bien que c'est un produit d'appel. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à une baguette tradition que vous défendez, d'avoir une telle course au bas prix sur ce produit aussi emblématique ? Alors évidemment, quand on a eu ces genres d'appels, la première, ça avait démarré avec Leclerc, maintenant ça continue, ce sont des appels avec des ventes à perte et puis surtout des produits vraiment de basse qualité, des farines, pas de fermentation, etc. Mais peu importe, on n'a pas trop fait non plus le bazar. Parce que, comme on dit, il y a des gens qui peuvent avoir besoin d'avoir... Tout le monde doit manger, quoi, grosso modo. Alors, évidemment, quand on est sur un dossier UNESCO, je pense à ce que vous dites. Par exemple, moi, ça m'a fait connaître le saké. Le saké, pour moi, c'était l'alcool fort qu'on avait dans le temps. Vous savez, dans les restaurants chinois. D'ailleurs, une fois, une femme m'invite à déjeuner. Elle me dit, vous voulez du saké à midi ?
du digestif, ça fait un peu fort. Et non, en fait, j'ai découvert le saké comme ça, des très bons sakés. Donc je crois que ce côté UNESCO, évidemment qu'il peut y avoir un petit développement commercial, parce que ça se fait connaître. On voit par exemple la réussite des restaurants à Paris, notamment près d'Opéra, des très bons restaurants japonais. Et pour la baguette aussi, je pense que ça développe surtout en qualité. C'est-à-dire ça apprend aux gens pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du bon pain, comment manger aussi le bon pain, d'ailleurs avec ces masterclass qu'on organise. Donc je crois que ça fait surtout voir une qualité. Et d'ailleurs, on voit que le pain, par exemple, puisqu'on parlait de prix, vous savez que la baguette avait pris 23 centimes en 20 ans, quand ça s'arrêtait juste avant crise. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a jamais explosé. Alors c'est pour ça, quand on voit des offres qui sont en fait des appels sur lesquels ils perdent de l'argent, des boulangers sont un peu, même si je vous dis, la grande distribution, c'est 9% du marché, donc c'est surtout un truc de pub, de com, parce qu'ils ne sont pas représentatifs, mais c'est sûr, quelquefois, des boulangers qui font bien, etc., et qui ont des coûts qui sont de toute façon pas compressibles, quand ils voient des offres comme ça a tendance à leur casser un peu les jambes. Donc, mais voilà, ces dossiers fiscaux, c'est plus... Et je vois, parce qu'un artisan, de toute façon, on ne peut pas faire industriellement parlant. Ce pain, cette baguette de tradition, et aussi tout ce qu'on peut avoir, la culture, ne peut pas s'industrialiser. Donc, quelque part, c'est bien parce que ça fait connaître. Et on voit, là, par exemple, la farine à l'export dans les pays étrangers, au niveau de la farine artisanale, celle de la baguette de tradition, a doublé. Alors, ce n'est pas des grosses quantités, mais ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'artisans indépendants qui s'installent dans des pays, au Danemark, aux États-Unis, et qui ne vont pas exploser, mais qui vont faire selon les recettes. Donc ça, c'est vraiment dans l'esprit UNESCO. Et puis, c'est vrai qu'aucun boulanger ne s'est permis de mettre une étiquette baguette inscrite à l'UNESCO. Ça, ils ont bien compris quand même. Entendu. Du coup, on ouvre les questions au public. Je vois des bras qui se lèvent. Donc peut-être je propose qu'on prenne au moins la série des 2 premières questions et puis on y répondra. Présentez-vous, c'est toujours agréable de savoir qui parle. Et effectivement, alors, Dominique doit nous quitter à 12h15. Il y a encore 5 minutes. Donc si vous avez des questions effectivement sur la boulangerie, sur la baguette, vous devez y aller maintenant, il y a la circulation en ville, me glisse-t-on. D'accord, désolé. C'était sur la baguette, non? Non, bon, ça va. Écoutez, merci à tous, je suis désolé, je dois vous quitter. Bon, merci. À bientôt. Désolé, il y avait quand même une question sur la baguette. Moi, c'était sur... Il y a de la circulation, on dit. Est-ce qu'on va y arriver? Alors, faites très court. Oui, comment expliquez-vous et comment pouvez-vous, du coup... quel est votre positionnement par rapport aux boulangers qui sont implantés et qui, pour moi, en tant que consommatrice, j'estime que c'est du pain industriel qui est vendu alors que ça provient justement d'une boulangerie qui est vraiment implantée et qui a cette casquette de boulangerie artisanale. Merci. Alors, j'ai juste le fait de répondre, c'est pas que je veux pas répondre. Alors, vous avez quelque chose qui est imparable et que peut-être tout le monde ne le sait pas, c'est que quand une boulangerie s'appelle boulangerie, boulangère ou boulanger, le terme, il y a une loi de 98 qui stipule que boulanger est un métier, il faut pétrir, façonner et cuire sur place. Donc, si c'est marqué boulangerie, les gens doivent fabriquer. Et on a l'interdiction d'avoir du pain congelé, cru et cuit. Et s'ils ont un contrôle, c'est une grosse amende. Et donc voilà, alors je ne dis pas qu'il y en a, mais généralement, voilà, boulanger, le pain est fait sur place. Et c'est une loi qu'on a, qui est connue et même enviée internationalement pour avoir protégé le métier. Merci. Moi, j'avais du coup une question sur le côté, sur les diversités locales et régionales, sur des projets qui sont portés par tout un pays ou par plusieurs pays. Comment est-ce qu'on joue entre la beauté et la force d'un projet porté nationalement ou internationalement avec les diversités qui peuvent être plus locales? Je prends par exemple l'exemple de la bière belge ou même le repas à la française ou à la japonaise. Il n'est pas le même partout dans toutes les régions en France. Les bières sont différentes en fonction de la Flandre, la Wallonie, etc. Comment est-ce qu'on joue sans oublier ces diversités avec un projet comme ça? Excellent, ouais, parce qu'effectivement, il y a bien une unicité géographique, sociale, enfin culturelle, enfin une unicité, pas une unicité, alors c'est pas si unique que ça, mais enfin en tout cas peut-être géographique,
de la Méditerranée, mais évidemment des grandes variétés culturelles. Est-ce qu'il y avait éventuellement une autre question? Sinon, du coup, Karine, bien sûr, tu vas y répondre. Non, mais je la garde en stock, je ne t'oublie pas. C'était juste pour te laisser le temps de mûrir ta réponse. Un peu dans la même thématique. On parlait justement dans la conférence, la table ronde précédente, que les IGP, les AOC, et du coup le fait probablement de protéger du coup le patrimoine, c'était à la fois bénéfique, mais ça avait aussi du coup potentiellement des conséquences d'appauvrissement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et ça peut être intéressant justement de relancer sur ce sujet. Ouais, très bien, très bonne question. C'est ce que effectivement on voyait dans la table ronde précédente, et peut-être que du coup ce sera intéressant sur le saké de comprendre s'il y a des risques du coup d'avoir figé une façon de faire, et ça avait été évoqué, et du coup de perdre peut-être une diversité de formes de saké s'il y a un savoir-faire qui a été inscrit d'une manière très particulière. Alors peut-être Siam, allez-y. Alors juste une question pour Karine. C'est très bien les valeurs de la diète méditerranéenne, j'adore ça, le mot valeur. J'ai juste une question à poser. Est-ce que la diète méditerranéenne est une réalité ou une construction globalisante imaginaire? Alors, je vais essayer de répondre et au jeune homme. Je vais faire un espèce de petit tour. Donc, pour vous répondre, c'est tout l'intérêt de la plateforme. C'est-à-dire, on a cette baseline de Dieta Mediterranea, diète méditerranéenne, que nous, on a ouvert en marquant c'est notre nature pour que vraiment on soit dans quelque chose d'assez universel. Et pour qu'à l'intérieur, en fait, on retrouve les spécificités de chaque pays. Moi, si je prends par exemple la cuisine provençale est une identité, mais à Nice, ils ont vraiment une particularité sur la cuisine niçoise. Et il faut que sur cette plateforme, qu'on retrouve ces particularités-là, parce que sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Siem, par rapport à ce que tu dis, nous, on s'est effectivement posé cette question-là quand on a commencé à travailler là-dessus. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que nous, on a voulu vraiment créer quelque chose de concret, en fait, pour que quand même le patrimoine UNESCO se retrouve, on le souhaite. Peut-être qu'un jour, ils vont m'appeler en disant on peut peut-être collaborer. J'aimerais bien d'ailleurs. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'on puisse collaborer. Moi, je ne suis pas là pour faire ça toute seule, hein, parce que déjà, je fais ça toute seule. Et c'est déjà beaucoup de travail, mais il faut que chacun puisse prendre le relais dans le projet pour l'ouvrir. Mais tu as raison, c'était très conceptuel. Et moi, j'en ai discuté beaucoup avec Mohamed Sefiani, qui est le maire de Chefchaouen, qui a porté pour le Maroc ce projet, qui est un homme incroyable, qui vraiment met en avant. Donc Chefchaouen, c'est vraiment cette ville bleue, vous avez dû la voir à la télévision, mais ce sont eux pour le Maroc qui portent le projet de la Dieta. Et quand je lui ai parlé du projet, c'est ça où ils ont aimé l'idée, qui était d'ouvrir en termes de communication, en fait, pour que ça ne reste pas immatériel, pour qu'on revienne à quelque chose qui va au-delà des valeurs, au-delà du concept, au-delà de ce modèle ancestral. Parce qu'il était tombé en désuétude, ça c'est la réalité. Et la preuve en est, on n'aurait pas 25% d'obésité dans le monde, 45% de la population mondiale qui est en surpoids, et on ne parle pas des gens qui ne mangent pas à leur faim. Donc on a de toute façon un problème au niveau de l'alimentation. Donc si nous, on peut œuvrer comme le colibri, comme dirait Pierre Rabhi, de faire notre part, eh ben, en tout cas, nous on essaie de l'ancrer dans une réalité de 2025. Et justement, du coup, dans cette réalité-là, c'est-à-dire que, encore une fois, sur la question de l'accessibilité à la diète méditerranéenne, on sait, bien, bon, là, on a une très bonne illustration sur le tian d'aubergine. C'est effectivement souvent à base de matières premières, de légumes de qualité très peu transformés, qui souvent peuvent avoir un coût ou du temps pour le réaliser. Oui. Et du coup, comment aujourd'hui on arrive à démocratiser, diffuser, on en a parlé depuis quelques jours dans un mode de vie moderne où le temps nous manque en général, et éventuellement les moyens nous manquent aussi. On sait que les légumes, ce n'est pas les produits les plus facilement accessibles, que c'est vraiment un élément très discriminant concernant le pouvoir d'achat en termes d'alimentation. Donc du coup, qu'est-ce qui peut être fait aussi pour diffuser, démocratiser ces diètes alimentaires ? Moi, ce que je trouve important de rappeler, c'est que la dieta, c'est effectivement des principes
générique avec les protéines végétales, mais qui a quand même de la protéine animale. Il y en a peu, mais il y en a. Nous, on ne parle pas de bio, parce que c'est forcément discriminant pour une partie de la population. Donc, moi, franchement, si déjà les gens, ils achètent des légumes, déjà, même s'ils ne sont pas bio, je vais déjà être contente qu'ils le fassent. Parce que ça veut dire qu'on va inscrire aussi dans leur tête l'envie d'aller plus loin, de se renseigner. Nous, les modules, on les fait simples. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est 1h30. Donc, dans la réalisation complète, elle va prendre 10-15 minutes. Pas plus. Donc, c'est donner l'envie au niveau déjà visuel, gustatif, pour se dire « Oh, bah, ça va, c'est facile ». Donc déjà, parce qu'on sait qu'on n'a pas le temps, mais vu la multitude de recettes sur les réseaux sociaux, ça veut dire quand même que les gens ont besoin de ça. Donc, il faut vraiment inscrire dans le cerveau, parce que là, on parle vraiment d'inscrire dans le cerveau des recettes hyper faciles. L'aubergine, je ne vous parle pas de bio. Si elle est bio, mais tant mieux, moi je serais la plus heureuse. Mais 80% des gens vont à un supermarché, donc ils croisent forcément une aubergine, par exemple. Donc ils peuvent l'acheter quand même. Et pas très cher malgré tout, parce qu'il faut au moins rendre à César ce qui est à César. Le supermarché permet d'avoir des prix moyens. Et puis, après, de se dire, ben voilà, peut-être qu'on peut faire notre potager, peut-être que, voilà, on va planter. On sème, nous, on est des semeurs. Et on espère faire un tout petit peu changer les choses. Mais après, on peut parler de Too Good To Go, on peut parler de l'association En Vrac qui font des choses merveilleuses pour les gens en situation de précarité, qui, eux, montrent comment on peut faire manger des gens en personne de précarité. Il y a tous les mots, vous avez compris l'idée. Hein, avec du bio, donc il y a plein d'initiatives. Et nous, avec le projet, on accompagne, on met en avant, mais il faut que ça soit facile, parce que les gens ont besoin de ça dans un monde qui va quand même pas très bien. Et du coup, peut-être pour rebondir sur ce que disait Siam, effectivement, est-ce que cette diète méditerranéenne, c'est aussi un peu une construction, bon, comme tous les patrimoines, on l'a vu aussi dans la table ronde précédente. Mais du coup, toi qui as un peu visité quelques pays méditerranéens, qu'est-ce que tu vois comme fil conducteur en termes culinaires autour de cette diète ? Il y a plein de choses. Déjà, l'huile d'olive, c'est notre vecteur à tous. Mais comme disait Siam tout à l'heure, elle parlait des différents couscous qui existent dans les pays du Maghreb, qu'il y en a même effectivement en France. De toute façon, c'est le plat préféré des Français. Donc, en fait, il y a tellement de plats qui est notre Madeleine de Proust à chacun, que vraiment, pour la Méditerranée, c'est vraiment ça qui est génial. Là, on a parlé de l'aubergine. Tout de suite, alors que vous êtes à Tours, ça aurait pu être la galette de pommes de terre. Non, c'est le tian. Il y a aussi des choses qui font rêver, qui donnent envie. Et la Méditerranée, pour ça, elle est vecteur d'envie et de rêve et de soleil. Donc au moins, on peut, avec la nourriture, être dans le concret. Entendu. Alors peut-être Thiémy sur ce risque, effectivement, d'uniformisation. Est-ce que cette inscription au patrimoine de l'UNESCO risque d'uniformiser la fabrication du saké et peut-être perdre en diversité, ou pas du tout? Le dossier tel qu'il a été monté permet une grande diversité de savoir-faire et de variations de saké. L'inscription des savoir-faire de fabrication de saké, moi je ne vois pas de risque de comment dire ça, de limiter les méthodes traditionnelles, les méthodes reconnues. Et en fait, parce qu'en fait, c'est pas cette inscription ne dit pas que voilà, il faut faire comme ça. Non, en fait, tout en gardant cette inscription je prends des éléments. Cette inscription met en valeur le travail en fait de faire du saké, les gens qui ont savoir-faire. Donc c'est pas ça. Ce dossier ne précise pas. Il faut que les variétés de riz soient tel voir. Non, c'est pas ça en fait, parce que en fait chaque région a des caractéristiques géographiques. Il y a vraiment la diversité du terroir.
Et aussi, et surtout, c'est les savoir-faire humains, en fait, qui varient du goût du saké. Merci. Alors, je vois voilà, une autre main qui se lève. Allez-y, madame. Can I ask a question in English? Is that okay? Yeah, Yes. I'm from India. Yes. So I see we are working on a lot of intangible heritage in terms of gastronomy, cuisine, and food across the countries. And as we do this, we have already food which has traveled different countries. Like we see the French food is already present, very prominent in Pondicherry in India. So we have baguette, croissant, and a lot of other French food. And the new entry is the Japanese food and the Japanese whiskey and sake in India. So my question is for both of you, as well as Mediterranean food, which is a very big thing in India. And a lot of celebrities, have the Mediterranean food. So when heritage travels like this, how is it protected or being made aware in these different places? So we have the baguette as a heritage and it's respected. How is it respected and how will it be known as a respected heritage in these areas? Très bien, merci beaucoup. Donc vous avez compris que madame probablement vient d'Inde, où elle nous explique que là-bas, il y a beaucoup d'influences, et comme partout dans le monde, évidemment, de l'alimentation étrangère. Et c'était en particulier le cas de la ville de Pondichéry, où on a des baguettes et des croissants. En Inde également, le saké ou le whisky japonais arrivent. Donc comment est-ce qu'on protège d'un point de vue universel, ces savoir-faire? Alors, monsieur sur la baguette aurait pu nous en parler parce qu'effectivement, dans le dossier, il y a vraiment un volet international. Mais peut-être, du coup, sur le cas du saké en particulier, du coup, comment est-ce qu'on protège ce savoir-faire quand ce produit, finalement, est consommé un peu partout dans le monde? Peut-être aussi sur la question de la diète méditerranéenne qui a eu le succès qu'on sait d'un point de vue strictement nutritionnel, et du coup comment ce savoir-faire, et peut-être trop, comment ce savoir-faire aussi est protégé quand cette alimentation voyage. Pour le saké, le whisky, donc les alcools japonais, déjà ce sont fabriqués au Japon. Et s'ils s'exportent à l'étranger, moi je ne vois pas de risque d'être endommagé. Bon, après, c'est la question de mode de conservation, on va bien traiter, etc. Et après, moi je fais la promotion des produits, y compris des produits japonais, y compris les boissons japonaises à l'étranger. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour que ce soit consommé des manières locales. C'est pas, je dis pas qu'en fait les sakés, voilà, il faut le déguster avec des plats japonais. Non, c'est au contraire. En fait, on peut les déguster avec. Je dirais par exemple, je dis un peu n'importe quoi, mais le bœuf bourguignon par exemple, pourquoi pas, voilà. Et après, au Japon, on n'a pas de culture d'apéritif, pas vraiment, mais il y a des sakés très fruités, très floral aussi, donc là, c'est tout à fait adapté à l'apéritif par exemple. Voilà, donc l'appréciation des sakés japonais, c'est très bien qu'en fait la façon d'apprécier se diversifie. Et pour la cuisine japonaise, ça, tout à l'heure j'ai parlé de la mode de ramen, et qui se voit de plus en plus en France. Le ramen, théoriquement, il ne fait pas partie du dossier de Washoku inscrit à l'UNESCO. Mais pourquoi pas, en fait, si en fait, si les étrangers, donc les non-japonais, eux, ils aiment, en fait, ce plat, initialement, qui est venu de la Chine, en fait, en histoire.
Mais le ramen, c'est développé proprement au Japon. Et après, quand le ramen est exporté en France, aux États-Unis et ailleurs, si les cuisiniers locaux préparent autrement que les Japonais, ça aussi, c'est merveilleux. Ben oui, et j'imagine, en l'occurrence, oui, madame évoquait probablement des boulangeries qui doivent exister à Pondichéry, avec des boulangers indiens, j'imagine, qui fabriquent du pain selon un savoir-faire traditionnel. Du coup, je me demandais quand même pour le cas du saké, parce qu'effectivement, vous disiez, bon, bah, s'il exporté, bon, très bien, mais est-ce que du coup, on fabrique du saké, tout comme on fabrique du whisky un peu partout, est-ce qu'on fabrique du saké ailleurs qu'au Japon? Puisque c'est un alcool fermenté à base de riz, on peut imaginer qu'en Asie, un peu partout, on pourrait faire du saké. Est-ce que c'est le cas ou... Oui, c'est déjà le cas. Il y a plusieurs brasseries de saké en France. Il y en a en Italie, il y en a en Espagne, il y en a aux États-Unis. Par contre, je voudrais bien préciser que quand même, en fait, vraiment les savoir-faire des gens, ceux qui travaillent dans les brasseries japonaises, c'est vraiment complexe en fait. Donc ça s'exporte pas facilement. Et aussi de la qualité d'eau, la minéralité, la pureté, tout ça, ça se joue beaucoup aussi dans la qualité de saké. Voilà. Entendu. Bonne défense du savoir-faire traditionnel japonais. Et peut-être du coup, autour de la diète méditerranéenne, cette question aussi s'impose. Alors, de mon point de vue, c'est un vrai problème en fait. Parce que le régime méditerranéen, il est commun déjà à 26 pays en Méditerranée. L'exporter ailleurs fait que ça ouvre encore une brèche à l'agro-industrie qui va faire des tas de produits régime crétois dans le monde entier, alors qu'en Inde, alors je ne suis jamais allée, donc, mais l'huile d'olive, je ne sais pas s'il y en a, la culture du blé. C'est le problème, en fait, de vouloir mondialiser tout. Voilà, moi, ça c'est une vraie question. Si, effectivement, quand on est en Inde, dans les familles, on a envie de tester des recettes comme nous, dans nos cuisines, de faire le couscous, de faire des ramen, là, je dis banco, c'est intéressant de l'imaginer aussi avec l'écosystème. Après, si ça doit devenir un business, là, on a un vrai problème. Voilà ce que je peux vous dire. Bruno. Oui, juste pour répondre directement à la collègue indienne qui nous a posé une question tout à l'heure, un élément UNESCO, c'est pas un label. Donc ça protège pas. Hein, ça protège pas. L'idée, c'est que la communauté qui s'est déclarée porteuse de cet élément fait tout pour le maintenir vivant, pour le transmettre aux nouvelles générations. Voilà. Et en l'adaptant éventuellement. Prix, c'est ça. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est que ça n'est pas une protection. C'est pas une appellation. Ouais. C'est pas une appellation. Donc, au fond, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. C'est un peu ça, un peu l'idée. Hein. Mais en revanche, la communauté doit veiller à respecter les engagements qu'elle a pris. Il y a des engagements dans le dossier précis, donc qui sont destinés à faire vivre cette pratique, cette culture, ce savoir-faire de manière précise. Donc c'est ça qu'il faut respecter. Et l'UNESCO va aller voir que c'est bien respecté en effet par la communauté. Si c'est la communauté nationale, voilà. Si c'est multinational, c'est plus compliqué, évidemment. Hein. Mais si c'est une organisation précise, une toute petite communauté, ça sera sans doute un peu plus facile. Mais c'est vraiment pas un label. Hein. Donc il n'y a aucune protection commerciale d'aucune sorte. Entendu, non, mais merci, c'était effectivement important de le rappeler. On n'est pas dans le cas de certification ou d'appellation qui fermerait le savoir-faire. Du coup, est-ce qu'il y avait éventuellement une dernière question brûlante? Parce que je vois qu'on arrive quasiment au terme, on est même arrivé au terme de cette table ronde, mais est-ce qu'il y aurait une dernière question
nos deux Oui, intervenants. juste Oui. pour rebondir sur ce que vient de dire Bruno Loriot, ce qui est intéressant, c'est aussi la partie qualité. C'est à la fois pas un label qui protège quelque chose d'un point de vue origine géographique, mais voilà, en fait, ce qui est derrière ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que finalement, ça ne garantit pas la qualité. Quand la question, c'est à quoi ça sert, ben, ça ne sert pas à protéger la qualité d'un produit. Entendu. Bah, écoutez, vraiment un grand merci à nos deux intervenantes. Merci. On a voyagé en Méditerranée au Japon, puis merci à Dominique. Oui, merci à Dominique et merci à vous tous. Et bon appétit.